fait, là maintenant, ce qu'on fait, c'est vraiment atelier d'artiste. Je lui ai dit, est-ce que c'est possible de faire une fan-fiction audio? Bah, tu prends pas ton café, et tu vois bien que je l'ai là dans mon café. Mais non, il est là sur la table, ton café. Bien sûr, c'est terrible que tu te prennes des bombes tous les jours sur la tête. C'est le fait que ce soit devenu normal pour moi qui était quelque chose qui m'a choqué. Aujourd'hui, je reçois Icost dans Talk. Icost, c'est son nom de créateur, son pseudo, puisqu'il vient de ce monde, de la saga MP3 ou de la fiction sonore amateur, dans le sens où c'est pas son métier. Il a appris donc seul, ou presque, parce que justement, il est là aussi pour nous présenter Audiodidacte. Audiodidacte, c'est une association slash communauté en ligne avec plusieurs centaines de personnes quand même qui partagent des conseils, qui s'entraident pour créer. Certains sont plus spécialisés dans l'écriture, d'autres dans l'acting ou la post-prod, donc montage, mixage. Un collectif qui permet d'arriver à des créations vraiment de qualité à la fin. Et donc, pour revenir à Icost et à ses créations, je pourrais pas tout citer, mais parmi ses succès ou ce que j'ai particulièrement aimé personnellement, il y a Mes rêves me parlent, qui est sorti en 2020 avec une ambiance sonore et musicale très onirique. Chronique d'Insectopia, aussi inspiré d'un jeu de rôle. Et Demain, si on passe la nuit, ça c'est une fiction presque documentaire sur les bombardements quotidiens que subissent l'Ukraine depuis quelques années maintenant. Un univers assez large donc qu'on va découvrir avec lui. Alors c'est parti pour la rencontre avec Icost. Allez, let's go. Salut Icost. Salut. Bon, avant de commencer un peu et découvrir un peu plus ton parcours avec toi, la petite question en intro, c'est quelle est un peu ton ambiance sonore préférée? Ça peut être aussi une ambiance sonore, des bruits qui te rappellent ton enfance. L'idée, c'est de nous partager un peu des sons qui pourraient te décrire ou te correspondre, pour commencer. Il y a plusieurs sons comme ça, mais celui qui me vient tout de suite en tête, c'est quand t'es sur un bateau, c'est pas trop spécifique j'espère, mais quand t'es sur un bateau, un voilier par exemple, et que tu viens de finir ton quart la nuit, que tu vas te coucher dans le bateau, et que t'entends juste les vagues qui tapent contre la coque, et que tu entends un peu le vent qui gonfle les voiles, et que t'es chill, au calme, dans un bateau où tu te sens en sécurité au milieu de la mer. Pas de Ça, bruit de ça. voiture autour. Voilà, exactement. Ok, trop bien. Bah, bonne ambiance pour commencer alors. Et puis le bateau, c'est vrai que ça peut te correspondre aussi, puisque tu nous viens de Nice. D'ailleurs, merci beaucoup d'être venu Merci, merci. jusqu'ici pour cette interview. Ça fait plaisir aussi de te recevoir. Donc, tu habites à Nice, Ouais, mais tu viens pas forcément de Nice exactement, en tout cas, mais tu viens plus du sud quand même. ouais, ouais. J'ai grandi vraiment dans le sud-est. Enfin, j'ai grandi par là. Je viens d'un autre pays à la base, mais ouais, ouais, j'ai vraiment beaucoup vécu là-bas. Et l'autre son auquel je pensais, par exemple, ça pouvait être les cigales quand tu les entends l'été, quoi. Mais c'est peut-être un peu cliché, je sais pas. Si ça marche, moi j'aime bien, Oui, ouais, j'aime beaucoup les cigales aussi, mais ouais, bon, c'est vrai que je viens aussi un petit peu du sud et je les connais les cigales, et voilà, c'est mais c'est ça. vrai que ça berce et il y a quelque chose, il y a Ah ouais, quelque ouais. chose de Tu te très promènes en forêt, satisfaisant, ouais. voilà, Et on les entend en fond. tout Donc à fait. le sud aussi t'inspire un peu pour tes fictions. Il y a des choses un peu que t'as voulu ramener dans ce son du sud, ou est-ce que les paysages aussi, puisque l'arrière-pays niçois, tout ce qu'il y a vers Grasse, c'est vraiment entre la montagne et la mer. Est-ce que ça, c'est des choses qui t'ont inspiré aussi, ces paysages-là? Ouais, en fait, il y a des éléments que j'ai repris dans une ou deux fictions. La première fois dans ma première fiction, la première fiction que j'ai réalisée, que j'ai faite pour m'entraîner, on va dire ça, il y a une petite scène qui se passe dans un documentaire, un faux documentaire télé, qui se passe dans Gourdon, qui est une ville que j'aime beaucoup, qui est dans les montagnes, avec un magnifique, une magnifique vue sur la mer. Je crois qu'il y a des jours, on peut même voir la Corse avec les mirages. Enfin, c'est assez magnifique. Et il y a une scène qui s'y passe à Gourdon, justement, complètement, parce que bon, au pire, c'est bien. Et
Ouais, et étant donné qu'il y a une autre de mes fictions que j'ai réalisée avec l'aide de ma compagne, qui est très très autobiographique, puisque c'est littéralement ce qu'on a vécu, en changeant deux, trois noms, mais du coup là, oui, je pouvais pas passer ailleurs, je pouvais pas la faire se dérouler ailleurs au début et à la fin que dans le lieu que je connais le mieux et pour lequel ce serait le plus authentique, quoi. Hmm. Ouais, tu parles donc de demain si on passe la nuit, C'est ça, voilà. dont on parlera aussi tout à l'heure avec toi. Et pour revenir un peu sur tes premiers pas, on va dire, ou en tout cas où tu as grandi, est-ce que tu as des souvenirs aussi de comment tu entres un petit peu dans ce monde-là du son, puisque tu es aussi, on va le voir aussi, beaucoup compositeur, beaucoup attaché à la musique. Est-ce que c'est lié à la musique aussi, tes premiers rapports au son, toi, avant la fiction sonore, avant toutes ces ambiances sonores aussi? Pour le coup, je pense que c'est venu un peu en même temps, quand j'étais tout petit. Avant de rentrer moi dans ce milieu-là, ma première porte d'entrée, ça a été les fictions sonores sur cassette et sur CD, un truc qui s'appelait Piccolo et Saxo. C'était un truc pour les enfants et qui permettait justement de faire découvrir les différents instruments d'un orchestre, de classique ou de jazz, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment très intéressant de, d'avoir ça ça remonte, hein, mais c'était très très cool d'avoir des petites aventures que tu pouvais suivre. Et mélanger ça avec de la musique. J'ai aussi beaucoup d'artistes dans ma famille proche. Et D'artistes sonores ou sonore, oui. musicaux? Oui, j'ai ma sœur qui est chef d'orchestre, j'ai mon père qui a joué dans un club, dans un groupe de jazz, ma mère qui a fait des timbales à l'orchestre, enfin voilà quoi. J'ai beaucoup d'artistes dans la famille, les cousins et tout. J'ai un cousin qui fait du jazz manouche, voilà. Donc ça veut dire que tu as baigné aussi dans la musique quand tu étais petit, tu as des souvenirs un peu Oui, de oui. sons qui t'entouraient un peu tout le temps? Oui, tout à fait. Ouais, j'avais toujours un peu de musique, que ce soit de la musique classique ou du jazz, ou principalement les deux, mais ouais, c'est ce genre de choses. Ou des références même pour mes parents de l'époque. Voilà. Du chant, ils avaient Jean Ferrat à l'époque, des choses comme ça, quoi. Des trucs bien années 60-70. J'ai bien connu ça aussi, Jean Ferrat. En tant Voilà. que drummer des choix, j'ai pu connaître Jean Ferrat. Et à quel moment donc tu découvres aussi les sagas MP3, puisqu'on va le voir aussi, c'est quand même peut-être un peu un tournant pour toi. C'est quoi tes premières sagas MP3 que tu entends? Comment tu arrives aussi à ces sagas MP3? C'est toujours intéressant, puisque à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément les réseaux sociaux, donc Ouais. au début des années 2000, donc on se procurait un peu ces fictions autrement. Toi, quel est ton premier rapport aux sagas MP3 et lesquels? Ah ouais, alors la première saga MP3 dont j'ai entendu parler, j'étais au lycée. Ça devait être en 2003-2004. Et j'ai des potes qui me parlent, qui me sortent des blagues du donjon de Nullbuck. Ouais, ouais, je savais bien que t'étais Nyctalope, enfin, tu vois la référence, quoi. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire à l'époque, hein. Bah, j'étais jeune, tout ça, et puis même maintenant, ça me fait toujours rire. Et du coup, ouais, bah, j'ai demandé, et puis je me suis renseigné. Ah, d'accord, donjon de Nullbuck, très bien. Et puis il y a un autre pote qui m'a fait, bah tu vois, il y a ça aussi, ça existe aussi, c'est reflet d'acide. Et puis, ah, il y en a plein en fait. Et moi, je me rappelle que au lycée et après, quand j'ai fait prépa et des trucs comme ça, en école d'ingé, jusqu'en école d'ingé, j'étais quelqu'un d'assez solitaire. Et un truc que j'aimais bien, c'était m'écouter des fictions sonores avant de m'endormir ou pendant que je m'endormissais. Ça me faisait un petit son. J'avais ça aussi avec la musique de Rave Party. J'étais jamais allé en Rave Party, mais le son me plaisait bien. Même si c'était plus proche d'un son de mitraillette que d'un son d'elfe qui rigole, mais tu vois, j'avais un petit peu ce truc, ça me détendait, quoi. Étrangement, peut-être une forme de catharsis, je sais pas. Et j'ai eu ces fictions sonores-là, en particulier, qui m'ont accompagné euh, pendant que j'avais besoin de trouver le sommeil, quoi. Et après ça, en fait, ça m'a plutôt poussé à me dire, il faudrait que je fasse quelque chose en musique. Parce que j'aime pas ma voix quand je m'enregistre, je vais faire un peu de musique. Donc, je suis allé voir un peu du côté, j'avais déjà essayé de faire de la musique quand j'avais 12-13 ans avec Musique Techno Studio 2000, des vieux logiciels. Et je me suis trouvé des logiciels pour faire un peu de la musique de mon côté. Ça a fini par marcher, voilà.
dans les années 2010-2015. J'ai fait quelques rave parties où j'ai fait des lives en Allemagne, à Helsinki, en Bretagne aussi, je crois. Et je me suis un peu promené et j'ai découvert un peu cet univers. Je me suis un peu invité par la porte de la porte de sortie, quoi, plus ou moins. Parce que en fait, j'ai découvert la rave party en commençant à y jouer. Et ouais, du coup, c'était à partir de ça, j'ai un petit peu développé des ambiances musicales qui me plaisaient bien, un peu spatiales, un peu malaisantes pour, je sais pas, pour moi, c'est de me faire une petite tension, quoi. Mais avec des univers sonores très marqués, parce que c'est ça Ouais, aussi la musique de rave party. J'ai l'impression que c'est aussi des univers particuliers. c'est des codes, ouais, il y a des univers sonores, c'est des codes, oui, très très spéciaux. Effectivement, si on les a pas, c'est un petit peu comme des private jokes, quoi. Si tu les as pas, c'est pas intéressant pour toi. Et c'est un peu le même principe, si tu veux. Si tu comprends pas pourquoi la musique, elle est tellement rapide ou elle est tellement violente, forcément, tu vas rejeter. C'est un peu pareil quand tu as dans un groupe de potes et que tu as des références communes et que les autres ne les ont pas. C'est chaud. Voilà, c'est un peu pareil. Tu as un groupe de potes, tu as quelqu'un qui est à côté qui est là. Voilà quoi. Et du coup, j'ai posé ma voix sur un son de design que j'ai fait. Et il y a Ambroise, je lui fais des bisous, qui est passé par là sur le Discord sur lequel j'étais. Et il m'a dit, bah écoute, c'est cool, tu veux pas faire un épisode complet ou une saga MP3 ou je sais pas, à l'époque on appelait ça encore des sagas MP3 ou des fictions sonores, je sais plus. Et il m'a dit, ce serait bien que tu fasses un truc audio parce que là t'as un truc quoi. Et je dis, bah, ok, banco, je vais essayer. Et puis c'est devenu, mes rêves me parlent que j'ai complété assez rapidement. Et depuis j'itère en essayant de rajouter des trucs dedans quoi. Avec des créations très oniriques, des ambiances très poussées, mélangées à de la musique, une atmosphère assez intéressante et différent pour le coup de ce qu'on entendait dans des sagas MP3 des années 2000. Là, pour le coup, on est dans autre chose. Oui, oui. À la base, ouais, c'était vraiment, je me suis dit, bon, je me suis dit que certainement que quelqu'un l'a déjà fait, mais parce que je savais déjà qu'il y avait des sagas un peu noires, il y avait du polar noir, je pense que c'était La Ligne que j'avais écouté d'Antoine Rouault, qui est pour le coup très polar noir dans son ambiance et dans sa réalisation, je crois. Enfin, il y a beaucoup de science-fiction dedans aussi, mais en tout cas, j'avais identifié des codes là-dedans et je me suis dit justement, est-ce qu'on peut rajouter des codes de ce que moi je comprends de Lovecraft dans la saga audio et puis voilà, faire un peu genre de l'ASMR désagréable, je sais pas comment dire ça, pour faire un truc qui me correspond mieux. Sur le moment, ça me correspondait bien, quoi. J'étais dans un mood où c'était plutôt, je voulais parler de ça. Et je voulais faire ce genre d'univers. Mais ouais, c'est un truc. En fait, c'est juste, j'ai écrit et puis j'ai monté. Enfin, voilà quoi. J'ai pas trop posé de questions pour celle-là, quoi. Hmm. Et justement, on parle de saga MP3, on parle de fiction, on parle de fiction Oui, aussi, oui. aussi. Comment tu définirais peut-être la saga MP3 et est-ce qu'il y a vraiment une différence en fait entre ces différents termes ou est-ce que c'est juste des questions d'habitude, de certaines communautés aussi? Est-ce qu'il y a une vraie différence, toi, selon ton point de vue? Pour moi, alors, de ce que. Alors, si on n'a pas, si on n'a pas le contexte, je pense que ces mots sont des synonymes. Les fictions sonores, les sagas MP3, ça représente les mêmes choses. Mais il n'y a pas le même background derrière, en fait, de ce que j'observe. C'est que les sagas MP3, c'est surtout typé années 2000, 2010, 2015, allez, avec des trucs qui sont souvent humoristiques. Souvent, les musiques, c'est pas celles que tu as composées spécialement. Il y a des exceptions. Il y a Antoine Rouault, par exemple, il compose les musiques pour Eden, tout ça. Et c'est un, voilà, il y a plein de gens qui composent maintenant leur musique, mais c'est vrai que t'écoutes plein de fictions sonores. Ah, ça c'est Conan le Barbare, ça c'est Harry Potter, ça c'est Star Wars, etc. quoi. Et donc c'est un petit peu un univers pour moi qui est souvent parodique, souvent pirate, les sagas MP3. Et donc ça veut pas dire la même chose dans le sens c'est pas chargé pareil quoi. Les fictions sonores, je vois ça plutôt comme le terme général générique. Ça existe depuis les années 1920 à la radio, voilà. Et les fictions, c'est plutôt la vague
de repopularisation de ce que j'interprète à mon niveau. C'est plutôt ça. C'est on essaye de refaire quelque chose basé sur ce qu'on a fait, un peu comme des époques de cinéma qui s'influencent les unes les autres, tu vois. C'est-à-dire qu'on a eu les créations de base saga MP3 qui ont influencé d'autres créateurs, je sais pas, genre ceux qui sont arrivés après, Pen of Chaos et JBX et Knarf et tous ces gens-là, et que j'en oublie plein, mais voilà, qui se sont influencés les autres, et finalement tu arrives un peu à avoir... c'est vraiment un écosystème très très varié, et je pense qu'un petit peu, voilà, les fictions, c'est vraiment pour signifier que c'est pas que la base, c'est aussi tout ce qui en découle. En tout cas, c'est la valeur que je lui donne, moi, à ce mot-là. Je pense que tout le monde sera pas forcément d'accord, parce que pour d'autres, il va forcément être lié à François TJP, qui est un petit peu l'inventeur, ou la personne qui a créé ce mot-là. Et voilà, c'est pour eux, ça va pour les proches de François TJP, ça aura plus de un sens très différent, je pense. Hmm. François TJP, donc, qui nous a malheureusement quitté il y a quelques mois des suites d'une longue maladie. Tu as collaboré sur certaines fictions avec lui. Tu as pu le connaître un petit peu, bon, Un petit peu, plus ou ouais. moins de loin. Est-ce que tu peux nous en parler justement, peut-être, en tout cas à toi, de ton point de vue personnel, quel rôle il a eu dans la fiction sonore de ces 10 dernières années, puisqu'on a l'impression qu'il a quand même eu un rôle assez important, et pourtant peut-être peu de gens le connaissent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu son importance et son rôle dans la fiction sonore? Alors, pour moi, de ce que je vois de tout ce qu'il a créé en termes de fiction sonore et en termes de autour de la fiction sonore, à cause notamment de ses compétences techniques, de ses compétences de sa gentillesse et de tout ce qu'il pouvait faire pour communiquer, et voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a été, entre guillemets, élu le papa, en fait, de cette nouvelle génération, parce que, justement, c'était quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement compétent, qui était toujours prêt à donner un coup de main. Voilà, moi je lui ai dit, bah, j'ai dit, je cherche une petite voix pour Crawling Insectopia. Il est venu travailler avec moi sur voilà, là-dessus. Et il m'a donné des coups de main pour des fictions. Moi, en retour, bah, j'ai participé à deux de ses calendriers de juste avant. De juste avant, c'est ça, je crois. Et voilà, j'ai pas interagi autant que d'autres l'ont fait avec lui. Et je le regrette maintenant. Mais par contre, ce que je sais, c'est que toutes les interactions que j'ai eues avec lui, c'était une crème. Et c'est quelqu'un qui a vraiment apporté socialement et techniquement beaucoup. Et je pense vraiment c'est une des personnes qui a le plus influencé l'état actuel de l'univers des fictions sonores amateurs, quoi. Et même de pouvoir commencer aussi, comme ça a été un petit peu fait depuis quelques années, de rapprocher un peu aussi les univers pro de Radio France, de Arte, etc., avec le monde des amateurs qui ne savaient même pas que l'un ou l'autre existait. J'avais remarqué un petit peu ça, quoi. Et lui, il a beaucoup travaillé là-dessus aussi, et je pense que il faut continuer à faire ce qu'il avait commencé à faire. Ne serait-ce qu'en termes de gentillesse, en termes de technicité, technicalité, en termes aider les autres sur la technique. Voilà, quoi. Je pense qu'il faut continuer un petit peu, et c'était un véritable exemple, quoi. Hmm. On va revenir un peu aussi sur ton parcours, puisque ben, tu es auteur, réalisateur, tu fais tes compositions, ton montage, ton mixage. Comment tu as appris un petit peu à tout ça, puisqu'il me semble que tu n'as pas de formation spécifique dans ce métier-là? Comment tu as appris tout ça, et pourquoi tu t'y es mis aussi à fond sur ces productions-là? Alors, il y a deux choses qui m'ont aidé. C'est premièrement pour pouvoir utiliser assez facilement un logiciel de montage audio. C'est le fait de savoir faire de la musique en MAO, en musique assistée par ordinateur. Ça m'a beaucoup aidé. Bah, c'est pour ça, par exemple, j'ai le même logiciel pour faire ma musique que pour faire mes fictions sonores. Ça me permet d'aller plus vite, en fait. Et ça me permet de retrouver mes marques. Voilà, je connais mes instruments, je connais mes effets. Voilà.
Il y a deux choses, c'est j'ai eu le temps pendant une bonne dizaine d'années d'expérimenter en audio. Ah, qu'est-ce qui se passe si je mets l'écho avant la disto ou l'inverse, ou ce genre de choses, qu'est-ce que ça donne comme grain au son, sans forcément suivre de formation. Donc ça m'a pris 10 ans, peut-être que ça aurait pris un an si j'avais suivi une formation, je sais pas. Ça, après, je me suis autant amusé, je sais pas. Mais par contre, ouais, c'était un petit peu le côté explorer. Tu prends des briques un peu où tu peux. Et aussi, ce qui m'a aidé à un moment donné, c'est de me souvenir que, ah, ça c'est bien fait. C'est un exemple que je reprends souvent, c'était dans Les Aventuriers du Survivor, ou Les Rescapés du Survivor, je me souviens plus le titre exact, je crois que c'est Les Aventuriers de Knarf, une fiction sonore, une saga MP3 pour le coup de Knarf, fondatrice. Et il y a un truc que j'aime beaucoup dans cette fiction, c'est quand les personnages bougent et on entend qu'ils tournent le dos parce qu'ils ont plus d'écho, leur voix résonne. Et ça, c'est un truc que je me suis dit, mais ça, qu'il faut que je me base là-dessus pour faire des scènes intérieures de ma fiction. Quand les gens s'éloignent du micro virtuel, il faut ajouter de l'écho. Et en fait, tu reprends un peu des pistes comme ça. Comme tu fais en musique, bah, tu crées pas ex nihilo. C'est très rare. Tu vas prendre, ah, j'aime bien ce que tel artiste a fait. J'aime bien ce que tel artiste a fait. Et tu fais un patchwork et tu fais ton propre style basé là-dessus. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. L'imitation aussi, on commence beaucoup en fait à imiter ce qu'on aime et vers quoi on veut aller. Bah, Ah tu oui, nous oui. partageras de toute façon un peu à la fin de cette interview tes recommandations, peut-être les choses qui t'ont aussi beaucoup inspiré dans tes créations. Euh, Finalement, tu es autodidacte, hein, Oui, comme tu le dis, c'est le moyen de exactement. faire un petit pont vers la suite, puisque tu es Très membre subtil. très actif de la communauté autodidacte, qui était une association, en tout cas sous la forme administrative, qui ne l'est plus vraiment aujourd'hui, mais donc tu étais le vice-président, hein. Tu parlais C'est ça, ouais. d'Ambroise, donc tout à l'heure, qui a créé Autodidacte, donc effectivement, La, co- on la, salue la communauté. la Oui, oui. communauté. Des gros bisous à Ambroise. Est-ce que tu peux nous expliquer donc ce qu'est aujourd'hui Autodidacte et quel est le rôle que vous voulez porter avec Autodidacte? Autodidacte, bon, à la base, effectivement, c'était un collectif, mais en fait, là, maintenant, ce qu'on fait, c'est vraiment atelier d'artistes, au pluriel artistes. Notre idée, c'est, on est des passionnés, il y a des gens qui sont bons en mixage, en acting, en ceci, en cela, qui peuvent s'entraider, et nous, on veut juste regrouper un peu on a cette ambition-là de faire un endroit où les gens peuvent travailler sur leur projet, quitte à collaborer quand ils peuvent. Ce que ça veut dire, c'est que tu peux voir autodidacte de deux façons différentes. Une qui serait plutôt atelier d'artiste, justement, où voilà, c'est le bâtiment, l'atelier, les gens viennent avec leurs pinceaux, leurs trucs, et puis ils vont faire leur machin, et dire, ah, ça, je pense que tu pourrais le faire un peu différemment, et voilà, c'est un petit peu comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de mon dernier tableau? Voilà, ce genre de choses. L'autre vision un peu plus Startup Nation, c'est de dire, nous, on est un incubateur, c'est un peu comme les incubateurs à startup. Sauf que là, c'est pas les startups, c'est des fictions sonores. De dire, bah voilà, nous, c'est les bureaux. Vous venez avec un projet, vous vous installez dans l'open space, en gros. C'est pour ça qu'on a repris ces termes-là. Et on peut travailler ensemble. Des fois, on discute. Mais surtout, c'est une communauté. C'est en fait, c'est un groupe de potes. C'est aussi ça, un autodidacte. On se connaît maintenant depuis une bonne, parfois 5 ans, donc voire plus. Donc voilà, c'est aussi un groupe de potes et aussi qui s'entraident et qui peuvent ils peuvent aider les autres qui le souhaitent. Voilà, Hmm. Oui, et puis au-delà d'une communauté de potes, ça s'est bien agrandi quand même. Il y a plusieurs centaines de personnes maintenant Mhm. sur ce Discord. Donc c'est vrai qu'il y a cet atelier collectif, mais la particularité, bah, c'est qu'il est virtuel du coup, et ça crée une entraide assez grande finalement dans ce que je vois, dans ce que je peux observer, tu peux peut-être nous décrire un peu le Discord, déjà rappeler peut-être ce qu'est un Discord aussi pour celles et ceux Ouais, qui ne le connaissent pas, et comment c'est organisé un peu ce Discord-là. ouais. Alors justement, ce serveur Discord, en fait, c'est un petit peu un serveur de Discord, c'est un serveur de discussion textuelle avec des salles pour pouvoir parler en vocal
ou mettre sa caméra si on a envie, enfin bon, voilà. C'est juste pour interagir. C'est un groupe, c'est un peu un endroit semi-privé dans lequel les gens peuvent voilà, discuter, s'entraider. Et justement, chaque canal, textuel ou vocal, va avoir un objectif. Par exemple, on va parler de... Il y a des canaux pour la création qui vont être, par exemple, le world building. Comment est-ce que je pourrais créer mon univers et comment est-ce que je pourrais organiser ça? Sur l'écriture, qu'est-ce que vous pensez de mon script? Qu'est-ce que vous en déduisez? Qu'est-ce Donc que pour vous avoir des étudiez? retours. Voilà, pour avoir des retours ou des conseils ou voilà. Euh, voilà, le montage, comment je fais ci, comment je fais ça, le mixage, la musique. Et en fait, ça, c'est la partie atelier, mais on a aussi l'open space où tout le monde discute, tout le monde rigole, quoi. Et puis d'autres canaux un peu moins importants, voilà. Mais ouais, dans l'idée, c'est juste une communauté avec principalement l'open space où tout le monde discute, pas forcément de fiction sonore, juste qu'est-ce que j'ai mangé ce matin, voilà, bon. Vous connaissez pas la dernière, voilà. Et puis en dessous, ben, on va avoir l'atelier où tout le monde, ouais, échange sur les projets en cours, quoi. Mais comme tu le dis, en fait, comme ce qu'on peut retrouver aussi dans la vraie vie, c'est qu'on va parler de tout et n'importe quoi de notre quotidien et à la fois, il y a des moments aussi de partage professionnel où on C'est va ça. s'entraider et créer ensemble. Il y a aussi un canal pour partager un peu les créations de Mhm. chacun, donc pour pouvoir aussi communiquer sur nos projets. Donc c'est vraiment bien Tout à fait. fait. Mais on essaye, hein, c'est Evil Goat qui a beaucoup organisé ce serveur. Il s'y connaît bien, je pense, et puis surtout, il y met beaucoup de cœur hein, à travailler là-dessus. On a aussi des parties évidemment, gestion interne, bon, voilà. Mais vraiment, on gère la communauté de manière à ce que, surtout que ça soit gérable pour nous, parce comme on est tous audio-didactes, c'est-à-dire qu'on a nos études ou nos travaux ou nos emplois à côté, et on peut pas être là pour tout organiser, faire des événements, etc. Et on a essayé, hein, mais c'était compliqué. Du coup, on s'est dit, et c'était décevant pour ceux qui en attendaient, qui en attendaient trop de notre part, enfin pas trop, mais qui en attendaient de notre part autant que ce qu'on espérait leur donner. Je sais pas si cette phrase est... Bref. Et du coup, on s'est dit, il faut que nous, on fasse quelque chose à notre échelle, avec ce qu'on peut faire sans que ça nous pourrisse sans que ça nous fasse aller en burn-out pour un truc, finalement, on n'est même pas payé, quoi. Ce serait dommage. Ouais, faut que ça reste une passion et ça reste Exactement, un à côté finalement. c'est ça. Hmm. Donc du coup, on va entrer dans ton processus créatif, toi, personnel, comment tu crées tes fictions sonores, même j'ai envie de dire tes créations sonores, c'est pas forcément que de la fiction que tu crées, t'aimes bien explorer aussi des ambiances, on a vu beaucoup de musique aussi. Comment tu pars d'une idée pour le transposer en son, quel est un peu ton processus quand tu commences un projet de création sonore? Euh, les idées, ça peut venir... des idées, ça peut être des idées de mise en scène, ça peut être des idées de thèmes ou de messages que tu veux partager. Et il n'y a pas de réponse unique, mais dans tous les cas, ce qui est bien, c'est justement de se dire, je voudrais bien intégrer quelque chose qui représente ça. Et ensuite, tu en déduis un petit peu, tu en déduis quels éléments tu vas pouvoir utiliser pour représenter ça. Mais ces éléments, ça peut être des éléments d'ambiance, ça peut être des éléments de montage, ça peut être des éléments d'écriture. Et ça, en fait, c'est un peu au cas par cas, mais typiquement, c'est le fait de rajouter, moi je veux parler de tel thème dans ma prochaine fiction sonore. Par exemple, je veux parler du deuil dans ma prochaine fiction sonore. Eh bien, je vais me renseigner un petit peu sur quelle est quel est le déroulé d'un deuil pour une personne normale. Et il y a un personnage dans ma fiction sonore qui va suivre les phases du deuil. Voilà, bon, c'est par exemple pour parler de ça. Euh, D'autres thèmes, ça peut être par exemple des éléments de montage. Je veux qu'il y ait de l'incertitude. J'avais fait sur une fiction sonore dans laquelle on n'est pas censé. Les personnages décrivent des situations contradictoires qui ne peuvent pas être résolues. Et je me suis dit, ce serait cool de faire en sorte que l'auditeur se sente perdu
C'était un exemple idiot, mais c'était genre, bah tu prends pas ton café, et tu vois bien que je l'ai là dans mon café. Mais non, il est là sur la table, ton café. Et quand tu n'as pas les images devant toi, je me suis dit, ça peut être rigolo à explorer. Et des petites idées comme ça, de dire, ça c'était pour justement un peu la suite de Mes rêves me parlent, dont on a déjà parlé, qui se passait sur la Lune, celle-là, et justement, il est censé, la réalité devient un peu bizarre, et pour donner cet indice-là, j'avais pensé à ça, quoi. Hmm. Mais donc, tu as parlé aussi de partir d'une idée de mise en scène, où on peut dire mettre en onde ou mettre en son aussi. Tu peux partir véritablement d'idées, de concepts un petit peu aussi seulement sonores avant de penser à une thématique, à une histoire que tu veux raconter. Le tout, faut juste voir ça comme des contraintes. Juste, quand tu fais, que ce soit de la peinture, de la musique ou quoi, les contraintes, c'est ça qui te permet d'avancer parce que c'est ça qui te décrit vers où tu vas. La contrainte de pas aller au nord, bah, c'est la contrainte d'aller à l'est ou à l'ouest. Mais c'est pas c'est justement, ça t'évite de tourner en rond sans direction. C'est comme ça que je le vois. Et la contrainte justement de dire, je veux que telle fiction se déroule sur deux périodes temporelles en parallèle parce que ça aurait du sens. C'est une contrainte qui devrait t'aider justement à écrire ta fiction sur deux périodes temporelles. Le fait que cette fiction, voilà, et ça va être un élément d'écriture et de mise en scène, comment est-ce que je passe de l'un à l'autre. Et ces contraintes-là, pour moi, c'est quelque chose qui permet d'explorer, que tu peux explorer. Donc tu peux te créer ton bagage que tu n'auras pas forcément parce que tu as fait des études de cinéma ou des études de mixage, montage audio. Ou, voilà. C'est juste le fait d'écouter et de se dire, ah là, il y a cet élément-là. Et aussi le fait de se dire, moi, je veux ajouter une contrainte un peu similaire dans ma fiction sonore, comment je peux faire ça? Ça développe la créativité, tout simplement. C'est juste de se dire, ah, maintenant, tu te mets un cadre. Et c'est un truc que j'essaye vraiment d'expliquer. Je sais que je suis pas le seul. Il y a beaucoup d'autres créateurs et créatrices qui Qui fonctionne défendent comme l'idée ça. que les Non. contraintes, ah, que les contraintes sont source de créativité. Et voilà, c'est le fait justement que moi je pense qu'en plus les contraintes te permettent d'ajouter plein de méthodes dans ton sac à dos d'artiste, quoi. Et je pense que c'est quelque chose d'important à faire, de pas se dire je fais un peu ce que je veux parce que du coup au final t'as pas grand chose. Mais le fait de dire j'ai appris à faire ça, je peux m'en servir quand je veux parce que j'ai qu'à le ressortir de mon sac à dos, quoi. On l'a dit aussi, beaucoup de composition, beaucoup de création d'ambiance, hein. Tu parlais des effets aussi qui font partie intégrante de tes créations et de ta patte un petit peu. Comment tu conçois aussi tout ce qui est post-production? Est-ce qu'il y a une vraie réécriture aussi dans la post-production ou est-ce que déjà tu imagines peut-être dès le début, dès l'écriture de tes fictions, tout ce qui va se passer ensuite en montage et en mixage? Comment tu as ce processus-là dans la création? Est-ce que c'est vraiment par étapes ou pas? Je me, de mon côté, ce que je fais vraiment ce qu'on appelle en informatique une pipeline, mais bon voilà quoi, c'est juste bah je pars de quelques idées, j'en déduis un séquencier ou une version romancée, souvent comme on voilà. Je traduis ça en script, ensuite enregistrement, etc. Voilà. Je passe les étapes de relecture qui sont très importantes et de co-création si besoin. Mais moi, je me suis fait un petit peu ça, quoi. On fait l'écriture, j'essaie de me faire un truc dans lequel j'ajoute, si besoin, au fur et à mesure des étapes, mais je veux une pipeline qui me permette d'aller de l'idéation à la création finale. Et ensuite, une fois qu'on fait les enregistrements, on fait la suite, voilà, les dérushs, la composition musicale, le montage et le mixage. Pour moi, j'essaie vraiment de faire une pipeline, un truc où j'automatise ça pour ne pas trop me poser de questions. Et justement, par exemple, dans le montage, je me suis fait un petit template un peu générique général, hein, ça marche pas toujours parce qu'il y a des contraintes de temps, de durée, de ce que tu veux, mais par contre, oui, par exemple, je sais que
pour une fiction avec 10 personnages, ben, je vais avoir besoin de tant de pistes, groupées de telle manière, pour pouvoir faciliter, pour pouvoir que moi, derrière, ce soit simple, pour placer mes ambiances ici. Mon personnage 1, quand le personnage bouge, il y a toutes les pistes qui bougent en même temps, tu vois, ce genre de choses, qui permettent d'aller plus vite. Et je pense que ouais, quand j'arrive à mixer plusieurs minutes par jour, je crois que j'arrivais à faire ouais, plusieurs minutes par jour fini, hein, j'étais assez content de ça parce que moi, du coup, j'étais content du résultat et les auditeurs aussi, visiblement, tant mieux. Et en fait, ça, c'est juste, bah, tu ajoutes toujours les outils dans ton sac, tu les ressors au bon moment, quoi. Et la musique, dans ce processus-là aussi, elle intervient à quel moment, la composition de la musique? Est-ce que tu crées aussi chaque composition pour chaque œuvre? Est-ce que tu vas repiquer un peu dans des compositions que tu as déjà réalisées auparavant? Alors, je repique volontairement ou involontairement. Mais quand je fais du volontairement, c'est qu'en fait, je fais souvent un hommage à quelqu'un et si je peux, je lui dis. Mais voilà, je vais pas genre c'est un hommage à George Lucas alors que c'est les mêmes notes, non. Enfin, non, enfin John Williams, t'as compris. Hmm. Mais voilà, non, je vais pas juste, non, c'est pas un hommage ça. Par contre, voilà, si j'ai beaucoup parlé d'Antoine Rouault d'ailleurs aujourd'hui, mais j'avais repris des thèmes de sa fiction sonore Eden que j'ai mis dans ma création Insectopia. Et je lui ai dit d'ailleurs, bah voilà, le thème de telle ville, je l'ai repris d'un thème de ta fiction sonore parce que je l'avais en tête à ce moment-là. Et du coup, je peux aussi reprendre des idées. Par exemple, il y a une contrainte que je me suis imposée pour les musiques de combat d'Insectopia. Elles ne doivent jamais avoir une signature temporelle binaire. Ça doit forcément être une signature temporelle enfin pas irrégulière, mais qui sont inhabituelles. Et voilà, pour ajouter de la tension, des choses comme ça, quoi. Et les compositions, tu parles de thèmes aussi. Est-ce que tu vas travailler des thèmes de certains personnages, de certains lieux? Est-ce que... J'y suis pas encore. J'y suis pas encore, mais parce que la musique orchestrale avec de la mélodie, c'est quelque chose d'assez neuf pour moi, évidemment, puisque moi, c'était surtout beaucoup de rythme hein, pendant 15-20 ans. Et donc, voilà, j'ai découvert finalement l'harmonie et la mélodie très tardivement. Je galère encore beaucoup, et je me dis que ce qui serait bien maintenant, c'est que je consolide ce que j'ai déjà en mélodie et en harmonie, et qu'ensuite j'irai faire des thèmes, j'irai faire euh, voilà, des leitmotifs, des choses comme ça. Mais une fois que j'aurai consolidé mes compétences en harmonie, en mélodie, je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre, et je pense que c'est normal, tout le monde a ça, mais pour rester conscient de ces limitations, quoi. Hmm. Bon, on va rentrer un peu dans... Tu as commencé à parler un peu de certaines fictions, certaines de tes créations, notamment Chroniques d'Insectopia, qui font partie aussi un peu de tes créations un peu phares, avec plusieurs saisons aussi. Comment t'es venue l'idée de cet univers-là, puisque c'est véritablement aussi un univers un peu particulier, avec des ambiances aussi particulières. Comment est née cette idée-là? Alors, cette idée-là, elle a germé, parce qu'au début, Insectopia, bon, j'y ai joué, c'est un jeu de rôle sur table. J'y ai joué plusieurs années avant avec des potes, on avait fait des scénarios, on s'était amusé. Et ce que j'ai fait, c'est que cette idée-là, elle m'est venue parce que j'avais entendu des exemples un petit peu de ça. J'avais toujours Nullbug qui traîne dans ma tête que je m'écoute de temps en temps. Moi, c'était un hommage un peu à ces sagas des années 2000. Alors pas uniquement justement. C'est qu'après, il y a aussi un truc il y a aussi un truc qui s'est passé, c'est que j'ai découvert les chroniques galactiques. Chroniques. C'est de là que ça vient. Je suis pas allé chercher très loin, mais les Chroniques Galactiques, c'est une fanfiction Star Wars qui est de très bonne qualité que je recommande pour le coup d'écouter si tu aimes beaucoup Star Wars. Ça reprend beaucoup des codes des films et c'est très sympa. Et moi, je me suis dit, ah, je vais faire pareil, mais pas pour Star Wars, mais pour Insectopia que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai contacté Florent Moragas, le créateur de la fiction sonore, le créateur du jeu de rôle, j'y arrivais, pour lui proposer de faire une fiction sonore. Et je lui ai dit, est-ce que c'est possible de faire une fan fiction audio?
Il m'a dit, ouais, bien sûr, pas de souci, ça fais-toi plaisir. Et du coup, bah, j'ai fait mon petit truc. Et ce qui m'a fait vraiment plaisir pour cette fiction sonore, c'est que j'avais peur un petit peu de... même s'il y a des trucs dont je sais que ça pourrait être amélioré, je sais pas comment, mais je sais qu'il y a des éléments qui sont un peu compliqués. Le fait qu'il y ait des voix humaines sur des insectes qui sont censés être de 2 centimètres, ça peut gêner les gens. Dans tous les cas, j'essaie de faire un truc vraiment quali, parce que c'est vraiment ça m'intéresse. C'est vraiment un de mes jeux, si ce n'est mon jeu de rôle préféré. Et maintenant, ce qui me fait plaisir, c'est que la fiction sonore a été un petit peu, a touché un peu son public. Euh, et là où ça m'a fait plaisir, c'est que je suis allé revoir Florent Moragas en convention. Et il m'a dit, bah maintenant, il y a des gens qui me disent, ah bah j'ai découvert le jeu de rôle avec le podcast, je peux te prendre tes bouquins, s'il te plaît. Et ça m'a fait super plaisir parce que c'était un de mes objectifs. Je me disais, bon, on sait jamais, peut-être que j'y arriverai, mais advienne que pourra. Et qui est que finalement, cet aspect-là de permettre aux gens de se rappeler qu'il y a un lien entre le jeu de rôle et les fictions sonores avec notamment les sagas MP3 d'origine. Nullbug, c'est clairement Warhammer. Reflet d'Acide, bah, c'est leur jeu de rôle Reflet d'Acier. C'est aussi plein d'inspirations de rôlistes. Et on en retrouve partout des inspirations de rôlistes dans beaucoup de fiction de l'époque, fiction sonore de l'époque. Et je voulais un peu refaire ce pont-là, dire, vous souvenez qu'il y a plein d'autres trucs, il n'y a pas que Nullbug, il y a d'autres créations, il n'y a pas que moi, il y a aussi plein de trucs très cool en fiction sonore, aux rôlistes qui sont assez proches de nous, qui d'une certaine génération se rappellent de Nullbug, justement. Et c'est un travail particulier d'écriture, l'adaptation d'un jeu de rôle en fiction sonore. Ouais, je pense, parce que surtout que je me suis basé sur des scénarios que j'avais fait jouer. Et là où c'est un exemple que j'ai pas pensé tout à l'heure, mais à propos du fait que tu pouvais revenir sur le pipeline, c'est que et j'avais pas encore tout à fait décidé ce qui allait se passer à la fin de la saison 1, mais c'était pas du tout ce qui était prévu. L'épisode 4 n'avait rien à voir avec l'épisode 4 actuel. C'est juste que je me suis dit, mais ça marche dans un jeu de rôle que j'aurais fait moi, mais ça marche pas en fiction sonore. Pas du tout. Donc on va pas faire ça. On va pas faire ça, ce serait beaucoup trop compliqué à mettre en son. Je n'avais pas les compétences à ce moment-là, ou alors mon ordinateur il aurait fumé, je sais pas. Et je me suis dit, j'ai plutôt faire un truc différent et qui a plus de sens. Et au milieu de l'écriture de l'épisode 3, je me suis dit, bah, l'épisode 4, on réécrit tout. Et j'ai eu beaucoup de chance de m'en rendre compte au bon moment, quoi. Au bon moment. Hmm. Bon, autre aussi fiction marquante qui pour le coup est dans un autre genre vraiment radical, beaucoup plus ancré dans la réalité, celui-ci, Demain si on passe la nuit, qui est sorti en 2023, qui parle de l'Ukraine aussi, sur un thème vraiment sérieux, puisque c'est à travers la guerre aussi entre l'Ukraine et la Russie. Qu'est-ce que... Ton téléphone sonne, ma chérie. Attends, je regarde. Merde. Alerte, il y a un bombardement. Quoi? Attends, j'allume la lumière. Ok. Je viens de recevoir un message d'Ira. Salut, ne vous inquiétez pas, ce sont des drones, ça bouge très lentement, vous avez au moins 40 minutes pour aller à l'abri, pas de panique. Ouais. On va pas prendre de risques quand même. Allez, tu es prêt? Ah, un message de Sacha. Tout va bien, c'est une sirène d'attaque aérienne, ils interceptent 100% des drones maintenant. Vous avez le temps pour aller à l'abri. D'accord. Bon, j'ai fini de m'habiller. Tu prends les clés, je prends le sac de couchage. Encore des messages, ils s'inquiètent vraiment pour nous. Comment t'es venue cette idée-là? Comment est né ce projet-là pour toi? Ce projet-là, chaque année, il faut comprendre, faut savoir que chaque année, sur le forum du Netophonix historique des sagas MP3 et maintenant des fictions, je pense, hein, c'est un petit peu le noyau, un des noyaux durs de la communauté. Il y a ce qu'on appelle la saga de l'été. C'est un concours de création qui commence début juin, qui se termine début septembre. Tu dois créer en groupe ou tout seul ou peu importe 15 minutes de fiction sonore originale
en te basant sur le moins possible, rien du tout. Voilà, quelques idées, mais rien, pas de notes, pas de script prévu, pas de... Voilà. Et nous, on est allé en Ukraine avec ma compagne pour rendre visite à sa famille en mai 2023. Et on a vécu quelque chose qui était assez... comment dire ça? Qui nous permettait de mieux décrire ce qui se passait là-bas quand on parlait de nous. On s'est rendu compte que qu'en parlant de nous, les gens étaient plus investis dans un conflit auquel ils ne comprenaient pas grand-chose. À l'époque, tout le monde ne comprenait pas d'où venait cette guerre, cette invasion, et voilà, ce génocide, tout ça, personne ne savait ce qui se passait vraiment et ne comprenait pourquoi. Et en fait, en revenant, en expliquant ce qu'on avait vu et ce qu'on avait vécu, on s'est dit, ah, il y a peut-être un truc à faire là, parce que moi, j'ai deux mains, je sais monter un petit peu une fiction sonore, et en tandem, on a écrit finalement le script de Demain si on passe la nuit, bon, en changeant les noms, parce que sinon, la famille et tout, c'est peut-être pas très, très discret. Enfin, ce serait très indiscret pour la famille, et pour les amis aussi. Et cette fiction sonore, c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu. Il n'y a pas d'invention, il y a pas de... Il y a peut-être des raccourcis, des omissions, mais tout est le plus sincère, en fait, dedans. Et vraiment, ce que je voulais expliquer, c'était que quand on débarque en Ukraine et que la nuit, on se dit, attends, les gens sont habitués, en fait, à ce qu'ils se prennent des missiles balistiques et des drones sur la tête toute la nuit, et tout le monde trouve ça normal. Et quand tu débarques en tant que Français, c'est horrible. Et au bout de 5-6 jours, tu fais, bon, bah, on y retourne, hein, on va se protéger parce qu'il faut bien, hein. Et, et c'est ça, en fait, qui est terrible. C'est pas le fait de se prendre des... Moi, ce qui m'a choqué, bien sûr, c'est terrible que tu te prennes des bombes tous les soirs, tous les jours sur la tête, que tu subisses justement cette invasion, cette guerre. Mais franchement, c'est le fait que ce soit devenu normal pour moi, qui était quelque chose qui m'a choqué. Je me suis rappelé que, mais maintenant pour moi c'est normal. Maintenant pour moi les alertes ça veut dire autre chose quoi. Oui, parce qu'effectivement, il y a un gros travail sonore aussi, et je pense que c'est là aussi où la fiction fonctionne très bien, c'est que les ambiances sonores ont un vrai rôle, un rôle particulier, et il y a une histoire sonore à raconter à travers ça. Il y a beaucoup de sirènes et ces choses-là. Euh, comment tu t'es imaginé aussi ce sound design? Comment tu as créé ces ambiances-là? Est-ce que tu as essayé de coller le plus à la réalité? Comment aussi émotionnellement tu as transposé ce que tu as pu vivre là-bas, sur place, avec ce que tu as écrit ensuite en fiction? Ce qu'il y a de compliqué en fiction sonore, et ça c'était vraiment un truc qui m'a posé problème, c'était beaucoup de ce qu'on vit, beaucoup de ce qui se passe dans la fiction se passe dans la tête des personnages. Surtout la nuit, où voilà, on comprend pas, où on s'habitue, où les personnes changent, les personnes changent, tout simplement. Et ça, de le représenter euh, en audio, en l'espace de 3 mois, justement, enfin, comme j'avais commencé avec un mois de retard en plus, bah, c'était très très compliqué de trouver des moyens. Donc du coup, je me suis mis à rajouter un petit peu des verbalisations de ce qui se passait dans leur tête. Je dis pas que c'est le plus subtil, mais au moins ça permettait justement d'expliquer par quoi tu passes, quoi. Et même si, oui, il y a des passages où je regrette d'avoir pas été plus subtil ou peut-être plus inventif, parce que, j'en étais un petit peu au début de mes créations, hein, c'est peut-être ma deuxième ou troisième création, je sais pas, ou même quatrième, je sais plus, mais c'est vraiment une de mes premières créations au début. Je suis assez content du résultat, même si je me dis maintenant, quand j'arriverai à faire mon documentaire, ben, ce sera pas comme ça, ce sera beaucoup plus, j'aurai plus de temps, j'aurai plus de moyens, sac à dos, tout ça, de m'en sortir, quoi. Et d'ailleurs, on en profite pour
encore une fois aussi rappeler que il y aura encore cette année la possibilité de créer des sagas pendant l'été. Donc c'est aussi des moments comme ça qui sont importants. Il y a aussi des festivals dont on Oui, entend moins parler, beaucoup de concours qui sont organisés aussi par ces communautés, ces plus oui. petites peut-être communautés, en tout cas. Elles existent et c'est aussi des moyens importants pour participer, pour rencontrer des gens, créer des communautés, avoir des retours Oui, bien aussi, sûr. ces choses-là, ouais, c'est intéressant. Oui, mais le concours de la saga de l'été est une mine de création, de créativité et de très bonne fiction là-dedans. C'est toutes les années où j'ai participé, euh, et même celles d'avant, hein, je dis, mais à chaque fois, il y a toujours 2, 3, 4 perles par année, je dirais ça comme ça. Mais il y a vraiment, c'est une mine de création, quoi. Et c'est ce genre de concours. Pas que la saga de l'été, celle que je connais le mieux, mais d'autres mines, il y en a, et ça va être des créations. Je sais qu'il y avait une pote, Ilug, qui voulait justement faire une image égale une fiction. Elle nous donne une image, et du coup, nous, on fait une fiction à partir de ça. C'est assez cool. C'était sur un autre serveur Discord, voilà. Je sais que c'était en projet. J'espère qu'elle va reprendre. Voilà. Comment tu gères ça, toi, en tout cas, le travail que tu réalises pour la fiction sonore, pour tes créations sonores? On le rappelle, hein, toi, tu fais ça de manière totalement amatrice. Tu as un métier aussi à côté. Comment tu gères ça? Comment a évolué aussi un peu au cours des années cette envie de faire de la fiction sonore? Est-ce qu'il y a une volonté aussi de devenir professionnel de ce secteur-là? On peut peut-être travailler dans le son un peu plus aussi? De mon côté, je me considère plus comme artisan, dans le sens où bah, j'ai appris, je ne me considère pas comme professionnel, c'est clairement pas, je vis pas de ça, mais je considère que je connais deux, trois trucs. Me qualifier par rapport aux autres, ça m'intéresse pas, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est je sais faire des trucs, je peux éventuellement aider d'autres personnes, mais pour répondre à ta première question, je crois, hein, euh, j'ai. Bon, en tout cas, pour répondre à ta dernière question, la dernière question, c'était je vais peut-être trouver un moyen de refaire un peu ce que j'avais fait sur Insectopia pour peut-être d'autres jeux de rôle qui sortent. Parce que voilà, jeux de rôle, je sais que c'est une communauté aussi très geek, voilà, qui a des références communes avec les sagas MP3, Fixon, etc. Et je me dis il y a moyen de refaire des liens plus étroits avec cette communauté-là. Et je me dis, ce serait cool, par exemple, de faire une fiction sonore pour tel dragon français, jeu de rôle français, dragon machin qui sort. Et ça vous dirait je vous fais une petite fiction, quoi, ce serait cool. Et la Donc façon dont je ça m'organise, permet d'étendre en fait un univers en ouais, allant chercher le son, étendre l'univers d'un jeu de rôle par exemple. ce qui est très proche de l'imagination qu'on peut avoir autour d'une table de JDR, en fait. Et je pense que ça vient de là, en fait, à la base. Ce côté, bah, un truc que je disais à ma compagne quand on sortait du film Donjons et Dragons, c'est bah, tu vois ce que tu as vu devant la toile, c'est ce que moi je vis à chaque fois le soir avec les potes. Voilà pourquoi j'adore ça. En fait, en fiction sonore, tu as un peu la même chose. C'est pas qu'il n'y a pas d'images, c'est que les images, elles sont là-dedans. Et c'est ça qui est important. Euh, Moi, alors pour répondre à ta première question, du coup, comment je m'organise pour réaliser, pour ça, bah, simplement qu'il y ait des priorités. Il faut juste, de façon bête et méchante, je peux pas concilier tout en plus de 24 heures. Donc, bah, des fois, je suis un peu en retard sur mes fictions sonores par rapport à ce que je m'étais mis comme deadline. C'est malheureux, mais bon, bah, des fois, il y a des impondérables dans la vie privée. Il y a des impondérables au bureau ou ailleurs. Voilà, ça peut être. Voilà, bah, dans ce cas-là, bah, faut les traiter en priorité parce que la création ne devrait pas non plus te poser problème dans ta vie privée. Et voilà, c'est ça. Et même si c'est un échappatoire, même si c'est parce que c'est un échappatoire ou parce que c'est une façon de t'exprimer ou de t'amuser, euh, il faut pas que ça devienne un problème pour toi de créer.
pas que ça devienne un troisième ou quatrième métier par rapport ou un deuxième métier beaucoup trop prenant par rapport à ce que tu fais déjà dans la vraie vie. Parce que je considère qu'aussi gérer une famille, des enfants éventuellement, ça peut être aussi une forme de métier, quoi. Il faut, pour moi, il y a vraiment la vie privée, tu la gères, tu la gères. Le boulot, si t'as, voilà, parce qu'il faut de la caillasse hein, pour rentrer, pour faire tourner tout ça. Même la création, il faut de la caillasse. Et après, pour te détendre et quand t'as le temps, voilà, si t'en as. Justement, pourquoi tu continues de créer, toi, aujourd'hui? Tu parles de détente. Qu'est-ce que ça t'apporte aussi, cette création-là? Ce que ça m'apporte, c'est juste, ça me fait plaisir en fait. Je, je pense que c'est important de faire quelque chose qui a du sens pour soi, que ce soit dans la mesure où tu as envie de t'amuser, tu as juste envie de partager un truc qui fait marrer tes potes et toi, et c'est déjà très bien. Et en plus, si ça parle à des milliers d'autres personnes, tant mieux. Mais ce que je me dis surtout, c'est il faut que toi, tu te fasses plaisir au sens de ça a du sens pour toi. Chronique d'Insectopia, ça m'amuse de le faire. Voilà, c'est grand spectacle, entre guillemets, voilà, grand spectacle. Demain, si on passe la nuit, c'était pas ça. Ça m'a fait plaisir de le faire parce que je voulais partager un message. Je voulais partager des faits, des choses que j'ai vécues. En fait, c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est le fait justement de partager ça. Donc, c'est pas juste de se faire plaisir, s'amuser. C'est vraiment se faire plaisir au sens de philosophiquement, ça a du sens pour moi par rapport à mon éthique, par rapport à ma philosophie, quoi. Merci beaucoup. Avant de se quitter, on va passer aux recommandations. Même si tu en as déjà un peu cité, est-ce que tu peux nous recommander des fictions qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré aussi peut-être dans ton travail, et plus largement des autrices, auteurs, réalisatrices, réalisateurs aussi, qui t'inspirent beaucoup? Qui m'inspire beaucoup. Alors, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que je pique un peu des idées, des concepts un peu partout. Ceux qui m'ont beaucoup inspiré, je pense que sur le plan technique, ouais, sur le plan technique, il y a les créations de Knarf dont j'ai déjà parlé, donc les Aventuriers du Survivor, qui ont été pour moi une base à partir de laquelle j'ai pu prendre beaucoup d'éléments. Ça a peut-être un peu vieilli maintenant, voire certainement, mais bon, c'est quand même techniquement, c'est un bonbon, je trouve, surtout sur les derniers épisodes. Les créations de Flow aussi, de Flowpod, enfin Flow, et le site c'est Flowpod. Tout ce qui est Trimoria et ce genre d'univers. Oui, il a fait Trimoria à une époque qui se passe dans la tête d'une personne qui a créé son monde et qui va vivre dans son monde, dans sa tête. Il a fait plein d'univers comme ça, un peu dans un flowpod univers qui s'interconnectent. Et il y a beaucoup d'éléments très cool mais je crois que lui est devenu professionnel, justement, il me semble, à confirmer. Et ce Florian Calmé, je crois, Calmé, à vérifier, encore une fois, qui est très bon. Il y a, oui, j'ai parlé Willem Horn, qui avait refait donc les chroniques galactiques. Et les créations Racine de Ilug, même si j'ai un petit peu fait le montage, l'écriture est exceptionnelle. Et Ilug, elle est extraordinaire aussi. Et je vais juste terminer par une petite dernière que j'aimerais vraiment donner. C'est quand on en a parlé au Club Écoute, on a invité Roman Faceas Lacoste. Et on a écouté Hôtel Gorgias, la saison 1. Et je m'étais pas rendu compte, avant qu'on en parle, qu'on pouvait faire autant de choses, de développer autant de thèmes, autant d'idées dans une fiction sonore. Et ça, je me suis dit, je me le mets dans mon sac. Ça, et j'en ai besoin. Le fait de pouvoir mettre autant de thèmes, de sous-thèmes, de sous-textes, d'éléments dans une fiction sonore, il faut que je développe là-dessus. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup inspiré, le fait de dire, bah, tu t'es pas obligé juste de raconter une histoire, tu peux raconter autre chose, tu peux raconter une idée, tu peux raconter un concept. Voilà. Merci beaucoup, Icoste. Merci à toi.